Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour un nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous fait vivre les travaux de la Haute Assemblée. Le Sénat examine à partir d'aujourd'hui le projet de loi bioéthique, un texte marqué par l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Et pour préparer ce débat, les sénateurs ont auditionné des grands professeurs de médecine et de gynécologie. Notez par exemple que l'Académie nationale de médecine a émis un avis plutôt défavorable à la conception d'un enfant sans père. Je vous laisse écouter cette audition. Je voudrais apporter, parce qu'il y a eu quelques polémiques, sur la position de l'Académie de médecine. D'abord, le rapport de l'Académie de médecine n'est pas le rapport Mattei, c'est le rapport de l'Académie. Il a été préparé par un comité d'éthique constitué de 14 personnes. Par tandem, les sujets ont été répartis, puis discutés, puis un premier projet a été rédigé, qui a été à nouveau amendé, puis adopté par le comité d'éthique. Il a ensuite subi la moulinette du conseil d'administration, 14 personnes, et puis, une semaine avant le vote, la totalité des académiciens ont reçu le rapport pour éventuellement déposer des amendements. Donc, les choses sont claires, et ce n'est pas Mattei qui parle aujourd'hui, c'est l'Académie. J'ai planché hier pour leur présenter le questionnaire auquel j'ai répondu, et encore ce matin. Donc, sur la procréation médicalement assistée et son extension, c'est un sujet à double entrée. Si on prend l'entrée par le désir des femmes, il n'y a strictement rien à dire. Et toute femme peut légitimement exprimer un désir d'enfant, de maternité, d'élever et d'aimer un enfant. Il n'y a pas de discussion possible. Il y a la deuxième entrée qui est celle de l'enfant. Et l'Académie de médecine a souligné cet aspect, et comme cet aspect n'avait pratiquement pas été évoqué au cours des discussions préalables, à peine dans les états généraux de la bioéthique, les journalistes que j'ai consultés parce qu'ils m'avaient appelé, ou à qui j'ai demandé pourquoi vous vous intéressez tellement à ça, ils m'ont dit parce que vous soulevez le problème de l'enfant. On a immédiatement d'ailleurs arrêté de communiquer là-dessus parce que notre but est d'informer et notre but n'est pas de polémiquer. La deuxième chose que je veux dire, c'est que l'Académie de médecine a dit très clairement dans son rapport, et je le répète aujourd'hui, estime qu'il n'est pas de sa compétence et de sa mission de s'exprimer pour ou contre un projet d'essence sociétale. Elle n'a pas donc de position ni pour ni contre. Elle s'est simplement penchée sur les aspects médicaux éventuels. Et Dieu sait qu'il y en a, puisque nous avons dit que nous exprimions, je lis mot à mot le rapport, des réserves sur de potentielles conséquences d'ordre médical pour l'enfant. Et naturellement, le débat a eu lieu. Qu'est-ce que c'est ? Bon, alors, nous, ce que je peux vous dire, la façon dont on a travaillé, on a les moyens, les compétences à l'Académie de médecine. On a ensuite évidemment sollicité un avis particulièrement compétent dans le domaine qui est celui du professeur Bruno Falissard, qui est psychiatre et biostatisticien. Et le professeur Falissard nous a dit qu'il avait revu toute la littérature, que les articles, je le cite, sont très largement pollués par les a priori des auteurs. C'est spectaculaire. Il ajoute qu'au total, tout le monde s'accorde pour écarter une forte augmentation de risque de mal-être et de psychopathologie chez les enfants de couple de même sexe, mais que pour une augmentation modérée à faible, il y a discussion. Le phénomène à étudier et les covariables à prendre en compte sont tellement complexes que la littérature n'est pas stabilisée. Et donc les médecins, devant ce premier état de fait, non pas tant au principe de précaution, mais il s'agit des enfants, nous sommes allés plus loin dans la recherche. J'ai évidemment les publications ici, mais je les ai mentionnées dans le questionnaire que je vous ai adressé. En 2005, 99 références totalement ininterprétables et pas du tout recevables sur le plan méthodologique. Je veux dire des échantillons qui ne sont pas tirés au hasard mais qui sont volontaires, pas de contrôle, nombre trop réduit, durée trop restreinte et j'en passe. C'est encore une analyse de Bruno Falissard. En 2012, 2 études
ont une puissance statistique très satisfaisante. Elles font des synthèses et nous n'en avons pas trouvé d'autres. L'une dit qu'il n'y a pas de différence entre les enfants de couples homosexuels et les enfants de couples hétérosexuels. Le deuxième montre des indicateurs beaucoup moins bons pour les enfants de couples homoparentales et notamment autour d'idées suicidaires et de syndrome dépressif. Aucune conclusion formelle et toutes ces études que j'ai là concluent qu'il faut des études supérieures. J'ai là un document, une publication qui dit que les problèmes émotionnels sont 2 fois plus importants chez les enfants de couples homoparentaux et il conclut des travaux futurs sont indispensables pour déterminer. J'en ai une autre ici qui ne trouve pas de différence mais qui dit néanmoins que d'autres travaux sont indispensables. Et puis, vous avez ici, je l'ai indiqué dans le questionnaire, toute une étude de la littérature. Il fait la synthèse et il conclut. Les auteurs recommandent d'autres recherches. Et le summum du summum, c'est la dernière dont j'ai eu connaissance hier. Des gens qui ont voulu publier dans le New England Journal of Medicine. Ça a été refusé. On leur a dit, vous pouvez faire une lettre à l'éditeur. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est une étude avec des gens de 0 à 25 ans, soit ils sont 77, ils concluent qu'il n'y a pas de différence, et ils ajoutent « La limitation de notre étude relève de ce que l'échantillon est trop petit, que l'effet statistique, la signification statistique n'est pas interprétable, et qu'il faut interpréter nos résultats, donc avec beaucoup de précautions. » Voilà comment on publie les choses. Alors, ce que je veux dire simplement, c'est que nous, sur cet aspect-là, devant des résultats discordants et la demande d'études ultérieures, y compris par ceux qui ne voient pas de conséquences, nous avons émis des réserves sur de potentielles conséquences d'ordre médical. Nous ne pouvions pas prendre une autre position. Alors, je vais bientôt en avoir terminé. J'ajoute que évidemment, l'extension de la procréation relève de l'insémination artificielle avec sperme de donneur anonyme et qu'on retrouve dans les procréations étendues à toutes les femmes l'anonymat du donneur et donc la quête des origines qui va se poser comme elle se pose pour les enfants de couples hétérosexuels après insémination artificielle avec sperme de donneur. Néanmoins, lorsque vous avez un couple hétérosexuel infertile qui a eu une insémination avec sperme de donneur, l'enfant a une vraisemblance parentale et quand il se pose des questions à sa majorité, la plupart, et notamment un livre récent écrit par un enfant qui est né ainsi, disent « Moi, je ne cherchais pas un père, j'en ai déjà un, mais je cherchais un donneur géniteur ». Quand on va se trouver avec un enfant qui a 2 mères et pas de père et qui va commencer à comprendre bien la biologie des choses, il va naturellement se poser des questions. Et ici, il retrouve son donneur géniteur, ce qui en définitive est souhaitable, on le dira peut-être tout à l'heure. Personne ne peut savoir la nature du lien qu'il pourrait établir avec celui-ci, eu égard à sa situation particulière. Alors ensuite, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a utilisé 2 faux arguments. On a dit, mais les femmes en couple peuvent adopter, les femmes seules aussi, donc il n'y a pas de problèmes éthiques, pourquoi il n'y a pas de procréation pour elles? Parce que dans l'adoption, il y a un enfant qui n'a pas du tout de parents et qu'il vaut mieux lui en donner 1 ou 2 que pas du tout. Alors que dans la procréation, volontairement pour des femmes sans hommes, on prive l'enfant de père. Et pour les familles monoparentales, il y en a beaucoup, et au motif qu'il y en a beaucoup, pourquoi ne pas en faire davantage? Celles qui existent aujourd'hui relèvent plus souvent des aléas de la vie, sont subies, n'ont pas été souhaitées dans la majorité des cas. Et ça m'amène à mon dernier point sur cette première prise de parole. Nous pensons qu'il faut fondamentalement séparer l'extension à des couples de femmes et à des femmes seules. Parce que pour des couples de femmes, on peut discuter, ce que je suis en train de faire, mais dans ces couples, il y a une altérité au regard de l'enfant et il n'y a pas de fusion entre la mère et l'enfant
et qu'il nous semble que cette absence d'altérité n'est pas quelque chose de souhaitable. En outre, tout le monde le sait, même si ça doit être second dans des préoccupations médicales encore que, on sait que les familles monoparentales s'inscrivent dans un contexte social et économique et qui est généralement plus difficile. Et donc, je ne vois pas, alors qu'on les aide, qu'on aille en créer d'autres. Mais bon, moi, je n'émets pas un avis formel en disant pour ou contre. J'attire simplement l'attention sur la création de nouvelles situations et la prise de risques éventuels. Merci, Monsieur Nizan. Merci de me donner la parole. Et là aussi, je ne m'exprime pas à titre personnel, mais au nom du Collège national des gynécologues et obstétriciens français qui sont confrontés à ces demandes et que nous avons interrogés à plusieurs reprises par voie de sondage, par voie de courrier, dans les congrès. Et donc, on a une idée assez précise de l'opinion des gens qui s'occupent de réaliser les procréations médicalement assistées dans notre pays. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question de savoir pourquoi les médecins interviennent dans un débat sociétal et dans un débat éthique. Certes, ils ont leur position de citoyens, mais ils sont aussi témoins. Et à ce titre-là, il y a une très grande satisfaction qui règne dans nos rangs avec le projet de loi tel qu'il a été voté à l'Assemblée nationale en octobre, qui permet enfin aux femmes homosexuelles de venir profiter des services de la médecine, mais également aux femmes seules. Il n'y a pas de réticence dans la profession de gynécologie obstétrique, mais également parmi les spécialistes de l'AMP sur ces deux points qui sont très appréciés et salués par notre corporation, si je puis dire. Il y a un certain nombre de points. Il y en a un que je n'évoquerai pas parce que on s'est un peu concerté avec René Friedman et je vais bien sûr aborder le côté court de cette loi puisqu'on est au milieu du gué et qu'il y a des choses telles qu'elles sont écrites qui ne conviennent pas et qui ne sont pas dans l'intérêt des patientes. Donc je ne parlerai pas du DPI pour les aneuploïdies dont René Friedman parlera, mais il y a deux autres sujets qui nous paraissent importants. L'un est véniel au sens où il ne concerne pas beaucoup de femmes dans l'année. Ce sont les femmes qui perdent leurs compagnons alors qu'elles sont au milieu d'un projet de fécondation in vitro. Il m'est arrivé au moins une fois d'être confronté à une telle femme. La réponse que j'ai dû lui faire au propos de ces embryons qui étaient congelés et qui étaient derrière la porte du bureau où on parlait, « Madame, vous avez le choix entre donner ces embryons à une autre femme ou les détruire ». Cette réponse-là, elle m'a immédiatement dit « Monsieur le professeur, votre réponse est obscène ». Je dis « C'est pas ma réponse, madame, c'est la réponse de la loi ». Eh bien, c'est obscène quand même. Qui peut me dire ce que j'ai à faire de mes embryons ? Qui sait l'histoire que j'ai avec mon mari ? Et je le dis tout net, il y a parmi nous beaucoup de gens qui ont dit on n'a pas du tout la même posture par rapport aux gamètes. Les gamètes disparaissent, sont jetés et ne posent de problème à personne. En revanche, les embryons, on ne peut pas dire d'une main qu'ils ont une certaine dignité, parce que c'est des êtres humains, ce n'est pas des castors. Qu'ils ont une certaine dignité, et de l'autre main, proposer à une femme qui demande à ce qu'on les lui réimplante, de les jeter ou de les donner à une autre femme. Car, somme toute, elle devient une femme célibataire qui peut demander le lendemain un don d'embryon, et je ne vois pas pourquoi on refuserait. Alors, bien sûr, il faut encadrer. Bien sûr, ça représente, 5 femmes par an, mais toute la discipline de gynécologie obstétrique qui ne souhaite pas qu'on réutilise des gamètes d'un couple, que ce soit les ovocytes ou les spermatozoïdes, souhaite que cette réponse-là, nous n'ayons plus à la faire à l'avenir. Et
on avait l'impression qu'à l'Assemblée nationale, vos collègues députés étaient assez partisans de cette posture. On a eu du mal à comprendre que tout d'un coup, cette mesure, qui encore une fois concerne très peu de femmes, mais pour celles qui sont concernées, c'est terrible. Et je ne vois pas ce qu'on protège comme valeur philosophiquement en interdisant qu'entre 6 mois et 18 mois après le décès du conjoint, ces femmes puissent se faire réimplanter leurs embryons. On ne peut même pas leur donner pour qu'elles aillent à l'étranger pour le faire. C'est terrible. Et donc, la profession de gynécologie obstétrique vous demande de faire en sorte que cette réponse, nous n'ayons plus à la faire. Mais le point le plus important numériquement concerne l'autoconservation des ovocytes. Les hommes peuvent autoconserver leurs spermatozoïdes sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Et déjà, cette inégalité-là, elle tombe dans la nouvelle loi, mais avec un codicille qui retire d'une main ce qu'on donne de l'autre. On réserve aux centres publics la pratique de l'autoconservation ovocytaire. Alors, et même pas à tous les centres publics, aux centres publics autorisés. Alors, on a fait le compte, il y a une quarantaine de centres publics autorisés. Si on fait ça, eh bien, ça ne sera pas accessible. C'est-à-dire qu'on aura juste fait un effet d'annonce, on aura dit oui, vous pouvez autoconserver, mais il y a tout un tas de régions où il n'y a pas de disponibilité publique pour faire cette autoconservation que font tous les centres d'AMP qui sont un peu plus d'une centaine. Il ne faut pas limiter à 40 centres parce que vous allez créer des zones entières de notre pays où ce sera un vœu pieux. Oui, c'est autorisé par la loi, mais désolé, ça ne sera pas possible pour vous. Et il y a une liste d'attente au centre public qui est à 200 km. Vous pouvez toujours vous y inscrire. Nous ne souhaitons pas cela et je ne vois pas d'ailleurs en quoi le reproche qui a été fait aux centres privés de pousser à la consommation dans ce domaine serait valide. Ces centres ont les mêmes règles du jeu et surtout, il y a une autorité, l'ABM, à laquelle nous faisons extrêmement confiance et qui est là pour contrôler, et qui le fait remarquablement bien, l'activité des centres d'aide médicale à la procréation. Et donc, je ne vois pas ce qu'on craint. D'ailleurs, comme le don d'ovocytes, vous le savez, ne marche pas dans notre pays, il ne marche pas, soyons clairs. On peut dire on va essayer d'améliorer les choses, mais pour l'instant, il ne marche pas et tout le monde en connaît les raisons. J'aurais tendance à dire que nous dépensons tellement d'argent pour les femmes de 40 ans qui ont des succès pour le moins modestes. Dans mon équipe, mes praticiens me disent « Patron, il faut arrêter de prendre en charge les femmes de plus de 40 ans. » Bien, c'est un effort gigantesque, une dépense d'argent gigantesque pour des résultats d'une modestie affligeante. Si une partie de ces femmes disposait de leurs ovocytes, on ne serait pas obligé de les envoyer dans les pays alentours pour récupérer des ovocytes achetés à des étudiantes, ce que nous n'acceptons pas et finançons avec notre sécurité sociale, on marche un peu sur la tête. Et 2, je peux vous affirmer que pour les femmes, c'est mieux d'autoconserver que d'avoir accès aux dons d'ovocytes. Parce que quand on autoconserve, c'est ses propres cellules. Quand on a accès aux dons d'ovocytes, c'est les cellules d'une autre, avec un vrai deuil pour la femme à la clé. Et donc, ne retirez pas d'une main ce que vous avez donné de l'autre. Si vous faites ça, on sera obligé de changer assez rapidement, mais on va attendre 5 ans dans une situation où la conséquence sera que nous serons obligés, nous les centres publics, puisque je travaille dans un centre public, de pousser vers les centres privés d'autres activités que de fait nous ne pourrons plus faire. Ce qui est ridicule. Laissons la totalité des gestes d'AMP dans tous les centres qui ont un agrément pour ce faire et contrôlons en aval. Mais dire on va limiter l'offre, alors est-ce que c'est pour limiter la dépense ? Si c'est pour limiter la dépense, il y a d'autres moyens beaucoup plus intelligents. Je vais vous en dire un qui est fait en Hollande.
et qui a été proposé depuis fort longtemps. Le don d'ovocytes comporte 2 phases. L'autoconservation, d'une part, première phase, période où on n'est pas malade, parce qu'on pourrait faire un enfant demain si on avait le compagnon. Je voudrais dire, juste ouvrir une parenthèse, ce n'est pas les femmes qui procrastinent, c'est leur conjoint. Les hommes sont largement responsables des femmes qui arrivent tardivement pour demander une grossesse. Souvent, elles ont été avec un compagnon qui n'en voulait pas, et le temps qu'elles s'en séparent et qu'elles créent une nouvelle relation avec un autre compagnon, l'horloge a tourné, elles ne sont plus fécondes. Donc, je ferme cette parenthèse parce qu'on parle beaucoup de maltraitance des femmes, mais ça, c'en est une. Eh bien, le fait d'autoriser les femmes pour cette première partie où elles ne sont pas malades, où elles ne sont pas stériles, à autoconserver, ça a un coût d'à peu près 2 000 €. On pourrait très bien leur dire, parce que ce serait une dépense inutile, si le lendemain elles trouvent un compagnon avec lequel elles créent famille et qu'elles font leur enfant dans leur lit. Alors là, on aura dépensé beaucoup d'argent pour rien. Mais en revanche, quand elles viennent demander de récupérer pour elles-mêmes leur autoconservation ou qu'elles donnent leurs ovocytes à une autre femme, on pourrait leur rembourser la partie qu'elles ont dépensée dans la première phase. Cette manière de faire mettrait à l'équilibre le don d'ovocytes. Je peux comprendre qu'un gouvernement veuille limiter la dépense de l'autoconservation. Je n'accepte pas bien que ce soit par une réduction de l'offre, parce que c'est un tout petit peu secret, c'est discret, les femmes ne s'en rendront pas compte, et nous avons à gérer des listes interminables d'attente dans nos centres de gens qui, alors que nous avons une offre de soins énorme dans notre pays, et gratuite, de gens qui ne trouvent pas satisfaction. Donc ça, c'est notre demande la plus intense, c'est pour ça que j'y ai consacré du temps. Pour le reste, nous sommes très contents de ce qui s'est dit en matière d'anonymat. On a le droit de tout faire pour qu'advienne un enfant, à condition qu'on lui dise après ce qu'on a fait pour qu'il naisse. Et nous qui donnons tout à nos patients, y compris leurs dossiers de cancer, même quand ils sont terribles, nous qui avons une obligation de transparence totale sur les actes que nous faisons, nous ne comprenons pas que nous soyons obligés de mettre une porte blindée avec une alarme sur les cuves contenant des embryons et sur les dons et sur les listes de donneurs pour protéger ces données. Nous avons l'impression qu'on fait plus de mal que de bien. Je préférerais, parce qu'on n'est pas dans l'utilitarisme, qu'il y ait moins de dons, mais que nous n'ayons pas après des gens qui viennent nous reprocher ce qu'ils nous reprochent aujourd'hui. Et donc sur l'anonymat, nous sommes très contents qu'on puisse revenir en arrière. Je signale que jeter les dons dont nous disposons, car ils ont été effectués à un moment où la loi était différente, ce serait un gâchis gigantesque, et qu'il vaudrait mieux que l'on demande au centre ou à l'ABM de recontacter les donneurs pour qu'ils disent, voilà, avec les nouvelles conditions de la loi, est-ce que je reste donneur ou est-ce qu'on jette mon don ? Ce qui serait beaucoup plus intelligent que de dire au 13e mois, tout doit disparaître et on jette tout. Quand on sait l'effort que représente un don d'ovule, on ne peut pas faire ça. C'est 1 mois de stimulation, ce n'est pas un don de sperme. C'est extrêmement lourd. Donc, on n'a pas envie de jeter, on jettera volontiers les dons de donneurs et donneuses qui nous disent « Ah non, avec ces nouvelles règles, ça ne va plus ». En revanche, nous autoriser à recontacter, mais on sait bien qu'il y aura des difficultés, on sait bien qu'il n'y aura plus d'abonnés à l'adresse à laquelle vous écrivez, on sait qu'on rencontrera ça, mais l'ensemble de la profession demande l'autorisation avant de jeter, de demander aux donneurs si par hasard ils n'accepteraient pas les nouvelles normes qu'impose la loi. Enfin, dernier point sur la filiation, il me semble qu'il y a ce qu'il faut dans la loi, toutes les personnes qui ont recours à un tiers donneur vont faire une déclaration à un notaire, à un magistrat, pour accepter le don.
nous sommes tous très attachés à ce qu'il y ait une symétrie totale entre les donneurs les couples hétérosexuels qui acceptent un tiers donneur, que ce soit un don d'ovule ou un don de sperme, et les couples homosexuels qui ont par nature besoin d'un tiers donneur. Ce serait dommageable qu'on ait des modalités d'instauration de la filiation qui dépendent des choix sexuels et de la situation sexuelle. Voilà, mesdames et messieurs, ce que la profession de gynécologie obstétrique peut dire au stade actuel. Merci beaucoup, monsieur René Friedman. Oui, mais on a bien compris. Monsieur Friedman a la parole. Merci de cette invitation. Il faut mettre du son. Pardon. Excuse-moi, ça y est. Voilà, merci pour cette invitation. Effectivement, on peut revenir sur les points ou peut-être en prendre d'autres, mais j'ai quand même déjà envie de réagir à 2-3 points qui ont été proposés avant d'aborder effectivement le problème surtout de l'analyse de l'embryon. Peut-être dans la première partie, c'est vrai qu'il y a des interrogations qui n'emportent pas la conviction de tout le monde et qui posent un certain nombre de questions. Et il me semble que l'on devrait renforcer l'accueil et l'écoute et l'accompagnement des couples, et j'ai envie de dire des couples hétéros comme les couples homos, comme les femmes seules. Ce problème-là est sûrement un problème clé parce que incontestablement, il y a trop de fécondations in vitro qui sont faites. Vous savez bien qu'il y a des grossesses spontanées dans les listes d'attente, il y a des grossesses après la fécondation in vitro. Et donc peut-être que l'indication même de la fécondation in vitro et puis l'accueil et l'accompagnement pourraient être faits un peu plus dans toutes les circonstances, en voyant le problème médical s'il a lieu, le problème social s'il a lieu, le problème économique, le problème d'accueil, les conditions d'accueil et d'équilibre psychologique. Donc, effectivement, je trouve qu'à un moment donné, dans la loi, la possibilité d'avoir un point de vue pluridisciplinaire sur toute demande, quelle qu'elle soit, permettrait peut-être d'avancer et de répondre ultérieurement à un certain nombre de questions qu'on n'arrive pas à résoudre par des convictions des uns ou des autres ou des interrogations de beaucoup. Pour le post-mortem, effectivement, je trouve que je rejoins tout à fait ce que dit Israël Nizan. Et en plus, c'est vraiment du cas par cas qu'il faudrait quand même qu'on réussisse à proposer, à arrêter de décréter ce qui est bon pour tout le monde dans toutes les circonstances. Tout le monde est d'accord pour considérer que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, qu'il faut un temps de réflexion, qu'il faut un délai final. Mais c'est vrai, pour l'avoir moi aussi vécu dans une demande, mais quelle souffrance cela correspond à une femme d'abandonner son espoir, qui n'est pas certain, bien entendu, mais qui est un espoir, alors ils ont fait toute cette démarche. En ce qui concerne l'autoconservation, je dirais aussi que là aussi c'est une nouvelle proposition qu'il faut prendre en charge un peu différemment, c'est-à-dire avec un accompagnement, une présence et beaucoup plus peut-être forte, parce qu'il y a des fragilités, parce qu'il y a des choses à bien comprendre, et que peut-être que l'autorisation et l'agrément, que l'on soit public ou privé, en fonctionnant avec le même système, c'est-à-dire d'un système qui ne coûte pas pour le privé, c'est-à-dire qu'il faut que le privé accepte bien sûr de faire dans les mêmes conditions financières que le public, mais devrait être agréé que des centres qui ont une certaine concentration efficace et surtout un certain type d'accompagnement, je pense là aussi au pluridisciplinaire, pour être au mieux des questionnements qui peuvent se poser pour la suite par rapport à l'enfant. Alors, je voudrais, avant de revenir, je pense que dans la discussion, on reviendra sur l'anonymat du don, et même le don, ou alors simplement de vous dire d'emblée, effectivement, que le don ne marche pas en France, puisque beaucoup de femmes vont à l'étranger, à notre grande dame, puisque nous savons faire, et que d'autre part, c'est quand même une source de commercialisation aujourd'hui qui est redoutable et qu'il faut réussir à mettre de côté. Comment est-ce qu'on va pouvoir répondre à cette demande? Parce que cette demande, elle ne va pas diminuer. Nous avons des femmes de plus en plus âgées qui viennent. Vous savez bien qu'il y a une évolution dans l'âge. Et donc, des femmes âgées qui vont avoir recours aux dons
sauf celles qui auront peut-être auto-conservé leurs ovocytes plus jeunes. Mais enfin, il n'y aura pas non plus, c'est pas un tsunami, je ne pense pas que ce sera un tsunami, parce que c'est pas facile non plus à réaliser et à vivre. Mais néanmoins, pour le don, première chose, j'ai envie de dire, mais laissez-nous faire campagne, c'est-à-dire donner les arguments. Vous savez qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller dans une assemblée, quelle qu'elle soit, il faut que ça passe par le cadre d'un plan national. Donc si je vous posais à vous, je suis sûr que vous le sauriez, mais si je pose à des gens quelle était la date de la dernière campagne nationale pour le don de gamètes, personne ne répond. Vous savez bien sûr que c'était en décembre, mais vous voyez ce que je veux dire? Non, voilà, on ne sait pas. Donc il faut pouvoir diffuser déjà et convaincre, car franchement, les femmes françaises sont tout aussi généreuses que les autres et sont prêtes à le faire, mais il faut les accompagner. C'est pas en ayant un spot publicitaire, alors que vous avez des gens que vous avez envie d'aider et que vous connaissez effectivement des équipes médicales qui sont tout prêtes à le faire. Donc il faut qu'on change déjà cette façon de faire, d'expliquer ce que c'est que le don de gamètes et de laisser les gens décider, bien entendu. Et alors, sur l'anonymat, la levée de l'anonymat possible, personnellement, puisque je parle en mon nom personnel, j'ajouterai juste quelque chose qui n'est pas reconnu par tout le monde, c'est que moi je suis pour une grande liberté des gens dans un cadre établi. Je veux dire par là que, jusqu'à preuve du contraire, c'est l'homme et la femme qui vont élever l'enfant, qui vont avoir la charge ou la responsabilité de le dire ou de ne pas le dire. Personne ne va le faire à leur place, en tous les cas j'espère qu'il n'y aura pas un papier bleu qui va arriver, ou comme ça l'a été évoqué pendant un temps, sur un livret de famille, une petite note qui indique quand même ce que ça veut dire. Donc je pense que c'est une responsabilité de l'homme et de la femme qui, on peut leur conseiller de le dire parce qu'on pense que c'est mieux pour tout le monde, mais c'est quand même leur responsabilité. La deuxième chose, c'est que l'enfant, une fois s'il est mis au courant, à 18 ans on va dire, mais jusqu'à un peu plus tard, a la possibilité de s'adresser, me semble-t-il, à une commission qui me semble intéressante, effectivement, à laquelle il peut s'adresser, d'une part pour avoir les données non identifiantes, ça je crois que c'est à peu près acquis, mais aussi plus, et éventuellement l'identité du donneur. Alors, l'identité du donneur, justement, c'est là où le point mérite, à mon sens, une petite réflexion, c'est que le donneur accepte d'être contacté si l'enfant cherche à le faire, ça me semble une bonne chose. Maintenant, de quelle façon il y répond? Est-ce que parce qu'il s'est engagé 18 ans, 25 ans plus tôt, il est obligé de suivre cela manu militari, ou est-ce qu'il a la possibilité de réflexion? Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si on fait une commission, elle se ressemble terriblement au CNAOP, c'est-à-dire à la Commission pour la recherche des origines des enfants nés sous X. Or, que s'est-il passé dans le CNAOP? Eh bien, lorsqu'un enfant né sous X cherche à reconnaître sa mère, il s'adresse donc au CNAOP qui va faire une véritable enquête policière sur les dossiers pour essayer de trouver un nom et un indice sur qui était cette femme. Puisque normalement, on s'est engagé, d'ailleurs rétrospectivement c'est un peu difficile, puisqu'on s'est engagé vis-à-vis de ces femmes au moment où nous étions en activité, de protéger leur anonymat. Bon, alors la loi elle est rétroactive et cette commission contacte cette femme si ils ont trouvé qui elle était et si elle est toujours en vie bien sûr. Et cette femme a la possibilité de répondre positivement ou négativement à cette nouvelle demande. Donc je veux dire par là qu'une nouvelle demande, parce que la vie peut changer, parce qu'elle change d'ailleurs de toute façon, enfin voilà, on ne va pas épiloguer, mais vous comprenez, je trouve que là, les parents seraient libres de dire ou de ne pas dire, l'enfant est libre de rechercher ou de ne pas rechercher, le donneur qui s'est engagé pour répondre positivement à un contact, serait là aussi libre de réaffirmer ou pas cette position. Voilà en tous les cas ce que personnellement je ressens. Alors, le point clé sur le plan médical, me semble-t-il, c'est la confusion qu'il y a dans la proposition de loi entre deux articles concernant la recherche sur l'embryon, débat depuis je ne sais combien de temps que nous avons dans notre pays. Alors, c'est normal qu'on ait ce débat, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est que je trouve qu'il y a une confusion et qu'il y a une contradiction entre l'article 2141.3.1 et l'article 2151.5. Qu'est-ce qu'on dit? Que la recherche dans le cadre de l'AMP sur des gamètes ou sur un embryon avant ou après transfert à des fins de gestation est autorisée.
Donc on se dit, après transfert, on peut examiner l'embryon. C'est ce qu'on fait dans le diagnostic anténatal, mais là, du coup, on est dans le diagnostic préimplantatoire. Et puis, dans le 2151.5, aucune recherche ne peut être entreprise sans autorisation, mais surtout, c'est encore, pourquoi pas, les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Donc si on a fait une recherche, on ne peut pas les transférer, et précédemment, on peut faire une analyse et une recherche sur les embryons après leur transfert. Donc il y a une confusion. Et je crois que la confusion, elle vient qu'on n'a pas ramené suffisamment la notion de recherche sur deux situations qui n'ont rien à voir. L'une, il y a un projet parental, et les recherches médicales, scientifiques, qui peuvent être faites, s'inscrivent dans l'amélioration ou dans l'innovation de ce projet parental. Et l'autre, c'est une recherche qui peut être faite sans projet parental, et en particulier vers les cellules souches, qui doivent être encadrées, tout à fait d'accord, mais je dirais on est quand même dans deux systèmes différents. Or, ce n'est pas précisé dans la loi, et ça me semble être le source de confusion. Alors, simplement, je vous rappelle qu'en 2011, quand la loi a autorisé la technique de vitrification, dont vous voyez bien qu'on ne parle plus aujourd'hui, la technique de vitrification de congélation des ovocytes, ça avait été un débat pendant 6 ans, puisque c'est 2005 la proposition de vitrification de nos amis japonais, et on a eu à se batailler. Pourquoi? Parce que c'était compris comme une recherche sur l'embryon. Donc on ne pouvait pas vitrifier des embryons puisque c'était la recherche et que la recherche était interdite. Donc si on ne précise pas précisément ce que l'on veut, on arrive à ces confusions et à ces blocages. Donc il me semble que, si vous voulez, dans ce cadre-là, il faut distinguer ce qui est une recherche, plutôt une innovation pour améliorer les choses, on va en discuter, de ce qui est une recherche sans projet parental. Alors, la question, elle est que 60% des embryons et 80% lorsqu'on est près de la quarantaine ou après, ne vont pas s'implanter. Ça, c'est les données statistiques incontournables. Donc, on est, en fonction de l'âge, confronté à une très mauvaise médecine et à des taux de succès qui sont bas. Est-ce que ça veut dire que nous avons les moyens de les changer? On cherche à améliorer, bien sûr, le taux de succès pour ces couples et ces femmes qui viennent, mais une des notions qui nous semble importante et qui va se développer dans les années qui viennent, ça va être d'essayer de comprendre quelle est la potentialité de s'implanter d'un embryon. Ce n'est pas, et là il faut être là aussi très clair, ce n'est pas de connaître la couleur des cheveux, la couleur des yeux, le QI ou autre chose comme ça. C'est simplement, on sait que parmi tous les embryons que nous avons, et justement, on va dire pourquoi y a-t-il 200 000 embryons en France, alors que dans les cuves, alors que la majorité, 60% ou 80%, ne vont jamais s'implanter. Donc on pourrait faire un diagnostic et on ne le fait pas, parce que c'est interdit, recherche, etc. Est-ce que cela veut dire, premièrement, que cela va améliorer les taux de succès? Eh bien, paradoxalement, je vais vous répondre non. Ça ne va pas améliorer les taux de succès. Alors, on va me dire, mais pourquoi est-ce que vous voulez faire cette technique si ça n'améliore pas les taux de succès? Parce que ça améliore le management de toute la fécondation in vitro. Parce que, pourquoi ça n'améliore pas le taux de succès? Parce que si on a 10 embryons et qu'il y en a 2 qui peuvent s'implanter, quels que soient les aléas de leur implantation d'ailleurs, ou 8 qui ne s'implantent pas, eh bien, je veux dire, de toute façon, on ne va pas changer les 8 qui ne s'implantent pas. On aura toujours les 2. Simplement, pourquoi transférer alors que ça va être un échec? Pourquoi transférer alors que ça va être une fausse couche? Pourquoi congeler ces embryons en faisant attendre et perdre du temps et perdre des années alors que ça ne va pas marcher? Donc c'est toute cette gestion, je dirais, ce management qui devrait être proposé. Est-ce que c'est proposé à tout le monde? Non. Ce n'est pas à proposer à tout le monde. Parce qu'on pense aujourd'hui qu'il y a des populations à risque. Pas tout le monde est à risque de ce pourcentage élevé. Par contre, bien sûr, l'âge en est un. Et là, je voudrais, en tous les cas, je tiens à votre disposition, puisqu'on a fait état des publications récentes. Il y a une publication récente qui date de septembre, là, et qui porte sur 700 embryons qui ont été randomisés, divisés en 2, et qui montre une chose. C'est que si on fait une analyse chromosomique des embryons avant de les remettre, eh bien avant 35 ans, ça n'apporte rien. Statistiquement, on ne gagne pas. Par contre, après 35 ans, ça apporte un avantage, c'est que, effectivement, on ne va pas conserver, utiliser des embryons pour rien.
Donc c'est ce point-là qui nous semble important de pouvoir analyser, en tous les cas, peut-être d'encadrer, enfin pas peut-être, mais sûrement encadrer, mais encadrer en définissant les indications, en demandant peut-être une déclaration, voire une autorisation, mais plutôt, je serais plutôt partisan d'une déclaration de ce genre de procédé. Et ensuite, qu'est-ce qu'on recherche? Donc pas à tout le monde, transparence, et qu'est-ce qu'on recherche? Ben, on ne recherche pas le sexe. On ne recherche pas une prédisposition pour telle ou telle maladie. Ce n'est pas l'objectif, là. L'objectif, il est d'essayer d'éviter des échecs répétés et des déceptions. Et j'ai envie de dire, à une période où l'actualité est très présente sur le féminicide et autres atteintes aux droits des femmes, que pour moi, c'est une violence faite aux femmes. C'est une violence faite aux femmes et aux couples, lorsque nous sommes en train de faire un transfert d'un embryon, alors que c'est la 4e tentative, et que nous n'avons aucune notion, alors qu'on pourrait l'avoir, du diagnostic et de ce qu'on lui propose. Et je trouve que ça mérite une réflexion, en tous les cas, c'est comme ça que je le ressens. C'est une violence psychique, c'est une violence physique, c'est une violence économique. Alors, on est, en fin de compte, dans cette approche de la compréhension de ce que c'est qu'un embryon. Il y a un mot qui a été prononcé, d'ailleurs, y compris par notre ministre de tutelle, qui est l'eugénisme. Et je pense que c'est important quand même qu'on reste une seconde sur ce thème-là qui nous prend tous, je dirais, parce que quand même, qui parmi les 200 médecins et biologistes qui sont pour cette proposition-là, encadrée encore une fois sur une population particulière et pour des recherches particulières, qui serait pour l'eugénisme? Encore faut-il s'entendre sur ce que veut dire ce mot. L'eugénisme, c'est quand même une définition qui va essayer d'isoler volontairement et obligatoirement une population par ses caractéristiques. Donc c'est quand même une notion très importante, c'est améliorer le patrimoine génétique d'un groupe humain en limitant la reproduction des individus porteurs de caractères défavorables. Alors, on peut discuter bien entendu de cela, mais c'est quand même ça la définition de l'eugénisme. Est-ce que de pratiquer cette analyse embryonnaire qui aujourd'hui est surtout chromosomique, mais demain sera plus métabolique sur les mitochondries, sur le métabolome, tout un tas de notions qui vont caractériser le potentiel de développement de l'embryon? Je ne le pense pas. Et je pense qu'il faut qu'on voit comment a évolué en France le diagnostic anténatal. Parce que les risques d'eugénisme, sur 800 000 femmes qui ont le statut de leur embryon au 3e mois de grossesse, on pourrait dire, là, attention, on approche peut-être de quelque chose. Alors que là, on va se trouver à certaines catégories de couples qui sont dans le cadre d'une procréation médicalement assistée. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans le diagnostic anténatal? On n'a pas décidé d'arrêter les échographies et la prise de sang qui permettent de savoir s'il y a un risque ou pas d'anomalie. On l'a encadré. Et on l'a encadré de quelle façon? En créant, il y a 48 centres pluridisciplinaires de médecine anténatale dans notre pays, qui fait que toute demande d'interrogation, oui, absolument, nous sommes tous embarqués dans cette histoire depuis le temps, et il y a effectivement quelque chose qui permet de demander un avis. Rappelez-vous, au moment où cela a été fait, les oppositions qu'il y avait. Et aujourd'hui, des années plus tard, le point central, à mes yeux, n'est pas suffisamment mis en valeur. Le point central, c'est quoi? Eh bien, c'est que sur 700 000 femmes, 700 ou 800 000, qui peuvent bénéficier de la connaissance de leur statut embryonnaire, d'abord, il y en a un certain nombre qui le refusent, puisque c'est une proposition et ce n'est pas une obligation. Elles peuvent même aller jusqu'à la myosynthèse si on leur conseille, mais ce n'est pas parce qu'une myosynthèse est anormale qu'elles, automatiquement, elles acceptent l'interruption médicale de grossesse. Et je disais qu'il y a un point qui n'est pas suffisamment connu, et j'ai pris des notes pour 2016 en particulier. Il y a eu 7000 demandes aux médecins, au groupement médecins pluridisciplinaires, pour savoir si les médecins jugeaient que la demande d'interruption, puisqu'on parle de ça, était licite ou pas. Et en fait, il y a eu 120 refus de la part des médecins de considérer que c'était justifié, mais surtout,
il y a eu 1200 avis qui étaient acceptables pour l'équipe médicale et qui n'ont pas été appliqués par les couples. Et ça, je trouve que cet espace de liberté, il faut le valoriser, parce qu'il ne s'agit pas de gommer l'altérité, de gommer la possibilité d'un handicap, de ne pas faire tout ce qu'il faut pour l'accueil d'un enfant qui n'ait pas toutes les compétences. Mais nous ne sommes pas dans cette situation-là aujourd'hui. Dans le point que nous discutons, c'est qu'il ne s'agit pas de l'accueil d'un enfant, puisqu'il ne va pas s'implanter. Donc on n'est pas du tout dans cette notion-là. Alors, bien entendu, il y a toujours des zones un peu grises. Je veux dire par là que si on fait un diagnostic chromosomique, par exemple, on peut connaître le sexe. Donc, est-ce que c'est justifié de connaître le sexe? La réponse médicale, elle est non. Mais, bien sûr, comme nos collègues canadiens, ils n'ont pas le droit, les biologistes n'ont pas le droit de donner le résultat du sexe, car ça n'entre pas en ligne de compte. Que faire s'il y a une anomalie, une trisomie 21? La règle aujourd'hui, c'est que s'il y a une anomalie trisomie 21, eh bien, je dirais, et qu'on a fait le diagnostic, on ne change rien. C'est-à-dire que la femme va avoir 3 mois après une décision à faire si elle continue la grossesse ou pas. On ne l'a pas cherché, mais on l'aura 3 mois après. Je pense que là aussi, c'est une information à donner, libre choix. Enfin, moi, en tant que médecin, si j'avais quelqu'un qui me dit, écoutez, je sais que cet embryon, c'est le seul que j'ai, il est trisomique 21, je connais tout sur la trisomie 21 et je souhaite que vous le réimplantiez, je réimplante. Je ne vois pas de quel droit je jugerais autrement. Mais à l'inverse, si informé de cette situation, le couple dit « moi je ne veux pas procéder à une réimplantation », je ne réimplante pas. Donc voilà, ce sont des positions, si vous voulez, qui me semblent importantes. On peut revenir bien sûr sur tous ces débats. Transparence, évaluation, déclaration de recherche, proposition uniquement à une population à risque, supérieure à 35 ans, ou bien avec des antécédents de fausse couche à répétition, pas de diagnostic de susceptibilité, ce n'est pas l'objectif ici, et liberté de décision, c'est ça qui importe le plus. Et puis, on peut toujours revoir le problème 5 ans plus tard, si c'est une occasion de se revoir, bien entendu. Si M. Mattei veut ajouter quelque chose. C'est-à-dire que, pardon, Monsieur le Président, mais pas de problème, Monsieur le Ministre. Je me suis exprimé sur le premier point pensant qu'on passerait point par point, et je vois que l'ensemble des points ont été traités par Israël et par René. Donc, si vous voulez, je vais rattraper mon retard sur ces sujets-là. D'accord. Ça va aller assez vite d'ailleurs, parce que pour l'insémination ou le transfert d'embryons post-mortem, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je rappelle que la situation était très différente en 1994. D'abord, le droit n'avait pas changé et un enfant né dans un délai supérieur à 9 mois après la mort de son père ne pouvait pas être le fils de son père ou l'enfant de son père. Et donc, il y avait une opposition du ministère de la Justice. Deuxièmement, il n'était pas prévu d'inséminer une femme seule, puisque c'était essentiellement et exclusivement d'ailleurs l'insémination pour les couples qui souffraient d'une infertilité pathologique. Et donc, difficulté de filiation, pas d'indication pour les femmes seules. Je passe sur les éventuelles conséquences successorales qui avaient été soulevées au titre d'embryons qui pourraient être des héritiers réservataires. Et donc, ça avait été totalement éliminé. Mais je dois vous dire qu'en 1994, où j'y étais comme rapporteur, et en 2004, où j'étais le ministre de la Révision, chaque fois, c'est un sujet qui a été traité avec une émotion lourde dans l'hémicycle, dans les hémicycles. Donc aujourd'hui, il me semble que l'affiliation ayant changé, l'indication semblant être acceptée pour les femmes seules, malgré les réserves que j'évoquais tout à l'heure, à mon avis, on ne comprendrait pas qu'une femme soit veuve et qu'on lui refuse gamètes ou embryon, alors qu'étant veuve, elle pourrait recevoir une insémination d'un donneur anonyme en abandonnant ceux qu'elle avait réparés avec son mari dans un projet parental commun. Donc ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudra peser. Sur l'autoconservation des ovocytes, l'Académie est d'accord sur le principe, évidemment. Mais ce qui l'a choqué, c'est que dans le débat, comme dans les médias,
on a présenté cette autoconservation comme une garantie de grossesse le moment venu, même tardivement. On n'a pas suffisamment évoqué le contexte qu'a soulevé d'ailleurs très bien René, c'est que c'est en fait une fécondation in vitro. C'est-à-dire qu'il y a une stimulation, inducteur de l'ovulation, il y a prélèvement des ovocytes, et on sait les risques et les succès, 60% pour 4 fécondations, et puis le taux baisse considérablement, René l'a dit. Donc nous, on voudrait que sur l'autoconservation des ovocytes, mais ça va revenir évidemment aux spécialistes et aux gynécologues obstétriciens, il faut informer les femmes que c'est une possibilité, mais qu'il vaudrait quand même mieux utiliser les voies naturelles tant qu'on peut, parce que ce n'est pas une garantie. Sur centre public et centre privé, je rejoins ce qu'a dit Israël Nizan. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une exclusive des centres publics. Je pense que les centres publics pourraient être retenus dans un premier temps pour établir des protocoles, fixer les méthodes, les règles d'évaluation, mais très vite, après 1 an ou 2 ans, il faudrait étendre aux centres privés, car je ne vois pas comment on peut faire autrement. Sur la pénurie de gamètes, on n'en a pas beaucoup parlé, ça a été dit à bas bruit et de manière subliminale presque, mais enfin, on a 363, je crois, dons de spermatozoïdes par an. Il y a déjà 1000 demandes de couples hétérosexuels, ils attendent en moyenne 1 à 2 ans. Et avec l'augmentation des demandes, et je doute pour ma part, quoi qu'il arrive, qu'il y ait une augmentation considérable des dons parce qu'on ne donne pas son sperme comme on donne son sang. Et d'ailleurs, le protocole hollandais, il suffit de regarder de près, c'est incroyable, je ne comprends même pas qu'il y en ait des donneurs. C'est payé 48 €, 35 livres, en Grande-Bretagne, je veux dire, contrainte. Une fois qu'ils sont sélectionnés, ils doivent venir 2 fois par semaine pendant 3 mois, avec absence de rapport dans les 2 jours qui précèdent la consultation au SECOS. Et donc, ça devient quand même quelque chose d'assez contraignant aussi. On ne donne pas son sperme comme on donne son sang, sans compter qu'il s'agit de ces gamètes. Et donc, quelque part, il y a, que ce soit raisonnable, rationnel, tout ce qu'on veut ou pas, c'est comme ça. Donc, je ne crois pas qu'on arrivera à établir l'offre et la demande de manière équitable. À partir du moment où vous n'avez pas d'équilibre entre l'offre et la demande, vous créez une situation de marché. Et à partir du moment où vous créez une situation de marché, ou vous transgressez l'éthique à la française, que certains pourraient souhaiter, ou bien vous allez à l'étranger. Et c'est là-dessus, je voudrais beaucoup insister sur quelque chose que n'ont abordé ni Israël Nizan ni René Friedman, c'est sur le fait qu'il y aurait une seule liste de candidats à une insémination artificielle, confondant les indications médicales et les demandes sociétales. Une seule liste d'attente, ce qui fait que les couples hétérosexuels qui attendaient 1 ou 2 ans, ils vont attendre 3 ou 4 ans, et que, quand même, pour un couple infertile, pour des raisons pathologiques qui relèvent d'une indication médicale, ils ne le comprennent pas. Et les médecins ne comprennent pas non plus, d'autant que l'insémination, ce peut être aussi un homme qui est porteur d'une achondroplasie, c'est-à-dire une maladie génétique dominante qu'il peut transmettre, et on va lui dire vous attendez 4 ans parce qu'il y a des dames qui veulent une procréation pour elles-mêmes de façon sociétale et sans aucune demande particulière. Donc nous pensons qu'il faut établir 2 listes, les indications médicales, les demandes sociétales. On va évidemment dire qu'il y a une discrimination. À mon avis, il n'y a pas plus de discrimination là contre les personnes bien portantes et les personnes malades. Et que donc, je ne vois pas comment on traiterait de la même façon les infertilités pathologiques ou les indications génétiques et les demandes sociétales. Ensuite, sur l'anonymat, moi je rejoins beaucoup de ce qu'a dit René Friedman. Le CNAOP a été voté avec notre appui avec la demande d'Elisabeth Guigou, et je l'ai mise en place l'année d'après quand je suis arrivé au ministère. Le CNAOP a maintenant 17 ans d'expérience, il fonctionne très bien, ils ont une grosse habitude et il s'appelle Conseil national pour l'accès aux origines personnelles. Je ne vois pas pourquoi, tout d'un coup, on parle d'une commission
qui a été voté par l'Assemblée nationale, qui serait placé auprès du ministère de la Santé. On en est plutôt, je crois, au gouvernement à chercher à éviter les doublons et les comités dits Théodule. Créer une deuxième structure alors qu'il y en a déjà une, me paraît totalement absurde. Le CNAOP fonctionne parfaitement bien, y compris pour les données non identifiantes, et quelquefois pour favoriser le rapprochement entre, c'était pour les femmes ayant accouché sous X, entre ces femmes qui avaient abandonné leur enfant à la naissance et ceux qui veulent les retrouver. Bref, vraiment, il y a un travail qui est acquis et je ne vois pas pourquoi il y aurait une deuxième structure qui ferait la même chose pour l'extension. Ensuite, vous n'avez pas parlé de double don. Moi, je ne vois pas d'obstacle aujourd'hui au double don. Et je pense qu'il faudrait de beaucoup, Monsieur le Président Milon, je pense qu'il faudrait de beaucoup favoriser l'accueil d'embryons. René l'a dit, il y a 221 538 embryons congelés au 31 décembre 2015. Je n'ai pas eu de chiffres plus récents, mais ils doivent encore être supérieurs. Enfin, un embryon congelé, c'est ni plus ni moins qu'un double don. Et donc, si on veut favoriser le double don, pourquoi est-ce qu'on ne favorise pas l'accueil d'embryons? Je vous rappelle qu'à l'époque, c'était quand même la première loi qui a bousculé beaucoup d'habitudes et le modèle avait été construit sur le mode de l'adoption la plus précoce qui soit, avec toutes les formalités administratives de l'adoption. Je crois qu'il faut faire table rase et qu'il faut faciliter les choses en le mettant comme équivalent d'un double don. Sur la recherche sur l'embryon, j'ai bien entendu René Friedman sur ce sujet qui était inabordable en 1994. Les esprits ont évolué, y compris le mien d'ailleurs. Je pense que ceux qui refusent la recherche sur l'embryon au titre que c'est comme une personne ont une attitude paradoxale, car de ce fait, ils privent l'embryon d'un accès aux soins potentiels. Et que si on veut faire rentrer l'embryon dans la médecine parce qu'on va vers une thérapie, après la thérapie fœtale, on va vers la thérapie embryonnaire, tu en as dit un mot, eh bien je pense qu'on ne peut pas faire de thérapie s'il n'y a pas une recherche. Donc ça, je pense qu'il faut de beaucoup faciliter la recherche sur l'embryon. En revanche, sur l'aspect que tu as évoqué sur le CRISPR-Cas9, c'est-à-dire le mélange, la modélisation d'un gène qu'on enlève, on met le nouveau à la place. Non, mais ça fait partie de la recherche sur l'embryon. Ce qui a été transgressé par les Chinois avec les deux jumelles, etc. Ça, il ne faut... Non, mais bon, il ne faut pas qu'on aille trop vite en musique. Personne ne sait encore la fiabilité et les effets collatéraux du CRISPR-Cas9. Donc, oui, il faut autoriser des recherches embryonnaires avec le CRISPR-Cas9 et les techniques qui en sont dérivées, mais pas pour transférer l'embryon jusqu'à plus ample informé. Pour le reste, moi je crois que je suis à peu près en phase avec ce qui a été dit. Encore deux petites choses rapidement. Sur le diagnostic préimplantatoire avec recherche d'aneuploïdie chromosomique. On sait qu'un accouchement, une fausse couche sur deux, est lié à une anomalie chromosomique depuis les travaux des Bouet, ça c'est acquis. Qu'on cherche une aneuploïdie, si c'est de façon générale et anonyme, j'allais dire, je ne suis pas opposé à ça. Mais à condition que ça soit ce qu'on annonce aux gens, on va vous dire qu'il y a une anomalie chromosomique, mais on ne peut pas vous dire laquelle, on ne peut pas vous dire le sexe, parce que sinon, si vous faites une analyse, vous allez très vite voir s'il y a un chromosome Y en plus, un chromosome X en plus. Or, il y a des vies très peu pathologiques avec un Y en plus ou un chromosome X en plus, et qu'on va poser des problèmes. Donc si c'est un diagnostic précis, vous ouvrez la porte à la critique de l'eugénisme au regard de la chasse à la trisomie 21. Or, ce n'est pas ça qui est en cause. Nous, ce qui est en cause, c'est favoriser le développement le plus possible pour un embryon de la meilleure qualité possible. Donc, ça, je n'y suis pas du tout opposé, mais pas si ça devient précisément le diagnostic de telle anomalie qu'on va éliminer ou de telle autre qu'on va garder. Enfin, je voudrais faire une remarque d'ordre général avant de me taire. Je pense que cette loi en dit beaucoup trop peu sur le CRISPR-Cas9, et même si vous diminuez le délai de révision, pour lequel je n'ai jamais été favorable, sauf la première fois, mais c'est secondaire, vous n'attendrez pas 5 ans à devoir légiférer sur le CRISPR-Cas9. Ça va très vite,
et avant 2 ou 3 ans. Et donc il faut surtout que cette révision ne soit pas l'occasion de repousser toujours des décisions qui viendraient trop tard. Car le vrai problème, notamment dans le domaine de la bioéthique, c'est de ne pas légiférer trop tôt, comme on l'a fait sur les bébés médicaments, ou de légiférer trop tard sur le CRISPR-Cas9 éventuellement. Et puis, le deuxième sujet, mais qui n'est pas à l'ordre du jour de cette table ronde, mais je le dis quand même, on parle trop peu d'intelligence artificielle. Donc ça, sur la bioéthique, je pense que ces deux sujets de CRISPR et d'intelligence artificielle auraient dû être davantage traités. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais passer la parole au rapporteur sur l'intelligence artificielle. Nous allons faire des auditions également. On ne va pas laisser tomber ça, surtout pas. Ça me semble extrêmement important. Madame Jourdain, tout d'abord. Donc, on va d'abord passer la parole au rapporteur et à notre juriste rapporteur. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question en fait qui s'adresse un peu à tout le monde, même si je crois que le professeur Mattei y a répondu, et peut-être le professeur Nizan en réagissant discrètement. Faut-il supprimer la mention de l'infertilité comme cause de recours à l'AMP? Je crois de répondre en partie. Je pense qu'il faut préciser même infertilité pathologique et maladie génétiquement transmissible, parce qu'on ne peut pas faire l'économie des indications médicales. Et donc j'ai en partie répondu, je ne sais pas ce que pensent mes collègues. Monsieur Friedman. Personnellement, oui, je ne vois pas pourquoi on ne définit pas l'indication. Et si c'est une indication sociétale, c'est une indication sociétale. Mais c'est une indication. On a besoin d'avoir une notion de ce qui se passe, de ce qui va se passer, parce que là, on projette beaucoup, par exemple, sur l'autoconservation, le nombre, sur tout ça. Donc, on a besoin, je trouve, d'encadrer, d'accueillir et de définir le pourquoi de cette tentative. Je pense qu'il y a des tentatives qui mériteraient d'être discutées et il faudrait qu'on ait le suivi de ces couples, parce qu'encore une fois, on le passe un peu sous silence. Enfin, il y a quand même beaucoup de grossesses spontanées dans les couples qui viennent pour des fécondations in vitro. Beaucoup de gens m'ont fait remarquer qu'il faut faire attention à la discrimination. Les couples de femmes qui venaient nous solliciter par le passé disaient « nous sommes comme un couple dans lequel il y aurait une infertilité masculine. Et on ne voit pas au nom de quoi, alors que nous sommes mariés, on nous refuserait les services du centre d'AMP alors qu'on l'accepte pour un couple d'hétérosexuels. C'est une stigmatisation. Et donc, il faut faire très attention. Bien entendu, il n'est pas question de retirer les indications. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas des lignes prioritaires. Madame Jourdain. Oui, donc dans la suite de cette question, et pour rebondir ce qu'a indiqué le professeur Mattei, 2 listes ou pas 2 listes alors? 2 listes pour le professeur Mattei. Vous avez quand même dans la vie des gens qui sont bien portants, des gens qui ne le sont pas. Vous avez des personnes handicapées, en situation de handicap, qui bénéficient de certains avantages par rapport à d'autres et ils sont bien mérités. Moi, je crois que les gens qui ne peuvent pas avoir un enfant biologiquement comme ils devraient pouvoir le faire, ou qui sont susceptibles de transmettre une maladie comme les nanismes, la myopathie ou d'autres, je pense qu'il faut les considérer à part. Ce sont des indications médicales. J'ajoute d'ailleurs, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, mais je pensais que ça serait abordé, et à propos de la prise en charge par l'assurance maladie. Il est clair que pour les demandes médicales, tout doit être pris en charge, et que pour les demandes sociétales, toutes les grossesses sont prises en charge. Il n'est pas question d'y revenir, mais il est d'ailleurs prévu de demander aux femmes qui voudraient une autoconservation de prendre en charge la conservation des ovocytes. Et il me semble que les couples de femmes ou les femmes seules pourraient prendre en charge le problème du don de gamètes et de l'insémination, parce que vous êtes maintenant mieux placé que moi pour le savoir, plus de 5 milliards de déficit de l'assurance maladie, impossibilité de financer les médicaments innovants pour le cancer, impossibilité de donner les moyens nécessaires dans les EHPAD pour les personnes dépendantes et Alzheimer, à les faire comprendre que les demandes sociétales sont totalement prises en charge. Moi, ça me paraît, je sais pas, l'Académie, on a eu ce point de vue parce qu'on a des cancérologues dans l'Académie et ils disent mais nous, on nous refuse tel médicament, tel. Je pense qu'il faut raison garder. Donc, il y a des gens malades et il y a des gens qui veulent profiter des techniques médicales.
eh bien moi je pense qu'on peut les dissocier, et ce n'est pas une discrimination si tu es malade ou si tu ne l'es pas. Ce n'est pas une discrimination, c'est un état de fait. Monsieur Nizan. Je pense que le risque des listes, c'est ça, c'est la discrimination. Et il y a de plus en plus de gens qui nous disent « ne mettez pas en place des systèmes qui génèrent de la discrimination ». Je vais vous donner un exemple. Il y a des indications d'IVG qui sont extrêmement variables dans l'importance, jamais personne ne s'est permis de dire, quand on est dans une pénurie de moyens, les unes avant les autres. Et si on le faisait, ce serait catastrophique. Et on ne fait ça dans aucun domaine de la médecine. Donc, je suis d'accord avec Jean-François Mattei qu'il faut gérer la pénurie de moyens. Il y a plein de moyens. De faire des économies, de faire en sorte que peut-être les choses ne soient pas prises en charge à 100%. Il faut qu'on soit capable de revenir là-dessus, parce que toutes nos équipes sont choquées de la prise en charge à 100%. Et on voit des couples qui reviennent avec 0% de chance et qui disent « j'ai droit à ma 4e tentative ». On dépense beaucoup d'argent à cause de la prise en charge à 100%, qui fait que ça ne vaut plus rien pour les gens. Donc revenons en arrière sur des prises en charge à 100%, mais pour tout le monde, pas juste pour les uns ou pour les autres. Monsieur Friedman. Oui, alors effectivement, il y a 2 écueils. Le premier, c'est d'être discriminant, et le deuxième serait de ne pas... Enfin, c'est presque le même d'ailleurs, c'est de ne pas offrir effectivement une médecine actuelle à tout le monde. 2 éléments. Vous avez tous dit, et je le ressens pareil, pénurie, prise en charge. La pénurie, il faut qu'on ait les moyens de l'information, l'information dans tous les lieux pour expliquer ce que c'est que le don et penser que de cette façon-là, on va essayer de combler la pénurie. Si on ne fait pas ça, je dirais, on discute en rond. Et ça fait 40 ans qu'on discute de ça, alors qu'on n'a pas fait tous les moyens pour diffuser l'idée du don. Je ne dis pas que c'est simple et que tout le monde peut le faire, mais je dis simplement qu'on n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire pour ça. Donc déjà, je dirais, c'est la première chose à faire, c'est cette information. En espérant donc qu'on va combler la pénurie, parce qu'on va en parler franchement, sans dessous de table et sans cette histoire de l'étranger. Mais justement, qu'est-ce qu'on peut faire en France? La deuxième chose, c'est la prise en charge. Et je suis content que vous envisagez cette discussion, en tous les cas, parce que c'est vraiment ce que je ressens. Autant au début, quand la France a donné 100% de remboursement à tous, pour 4 tentatives, avec tout le calcul de début de grossesse, pas début de grossesse, enfin bon, vous connaissez. C'était très généreux, c'était formidable, et c'est d'ailleurs quasiment le seul pays, sauf Israël, qui a une autre politique. Mais le fond du problème, c'est qu'on est confronté, et comme l'âge avance, on est confronté de plus en plus, après avoir passé une demi-heure pour expliquer qu'il n'y avait aucune chance que ça marche, avec cette phrase terrible, oui mais docteur, j'y ai droit, alors on va quand même le tenter. Donc moi je serais pour, et là, d'une façon, et pour éviter là encore la discrimination, que, si vous voulez, peut-être pas à la première, mais peut-être en tous les cas à la 3e, et peut-être dans des situations particulières, il y ait une participation financière qui dans le but de responsabiliser. Comme on responsabilise les gens qui gardent leurs ovocytes ou leurs embryons, c'est pas forcément pour la somme, mais c'est le principe qui est fait. Donc, je ne suis pas favorable, Jean-François, avec les doubles listes, parce que là, vraiment, c'est un risque énorme mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas mettre l'indication de la fécondation in vitro. Il ne faut pas se masquer non plus. Oui, on va faire des fécondations, si la loi passe, pour des indications de couples de femmes ou de femmes seules. On peut discuter, encore une fois, de l'accompagnement qu'on peut faire pour ce genre de situation, parce qu'on peut estimer qu'il y a des informations à donner et à prévoir comment est-ce qu'il y a des grands-parents, est-ce qu'il n'y a pas de grands-parents, est-ce qu'il y a une famille malgré tout ou pas. Je répète souvent cette notion. En Belgique, comme vous le savez, ils ont fait depuis fort longtemps l'insémination des femmes seules ou des femmes homosexuelles. 15% des demandes sont refusées. Donc on est en face des équipes médicales pluridisciplinaires qui ne refusent pas le principe de refuser.
Et je dirais, ça me semble important qu'on puisse accepter cela. Donc il n'est pas question d'accepter toutes les demandes, hétéros y compris, parce qu'on sait les uns les autres, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on s'est trompé aussi, parce qu'il y a des gens qui psychologiquement n'étaient pas prêts, il y a des gens qui socialement dans les conditions d'habitation n'étaient pas prêts. C'est un peu comme les pédiatres qui, à un moment donné, décident que l'enfant qui vient naître doit être protégé et retiré des parents. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que de temps en temps, on est confronté à des situations et il faut qu'on puisse l'affirmer. Mais ce n'est pas pour autant qu'on fait une discrimination. Madame Imbert. Merci, Président. Merci à tous les trois pour vos interventions passionnantes. Merci aussi d'avoir longuement parlé du diagnostic préimplantatoire. Vous avez évoqué, professeur Mattei, le bébé médicament très rapidement. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été voté à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que la suppression de cette possibilité. Et puis j'ai deux petites questions, voilà, parce que vous êtes largement exprimé sur tous ces sujets. Le CCNE souhaitait une nouvelle définition du diagnostic prénatal. Il avait proposé une rédaction, le texte de loi en propose une autre. Est-ce que cette définition vous satisfait ou pas? Et puis, concernant le dépistage néonatal, avant ce projet de loi, c'était possible pour 5 maladies. Nous avions 5 maladies définies. Et le CCNE souhaitait élargir au déficit immunitaire héréditaire. Voilà, quelle est votre position et quelles sont vos propositions dans ce domaine? Le diagnostic prénatal, c'est quelque chose que nous connaissons tous les trois. On est de la même génération à quelques années près. Nous avons découvert, nous avons organisé, nous avons réfléchi, nous avons répondu aux demandes et nous n'avons jamais trouvé de solution véritablement satisfaisante, même si les centres pluridisciplinaires rendent service, parce que c'est un sujet qui est éminemment évolutif. Il était au début chromosomique, et puis assez rapidement il est venu échographique. Et puis il y a eu aussi les protéines du liquide amniotique, l'alpha-fétoprotéine. C'est pour ça que le double diagnostic quelquefois me gêne en disant on ne peut pas en faire deux, etc. Ça nous est arrivé très souvent faire une amniosynthèse pour trisomie 21, de ne pas trouver de trisomie 21, mais une alpha-fétoprotéine très élevée signant un spina bifida. Et donc, on avait ces situations-là. Maintenant, on en arrive au diagnostic préimplantatoire, mais surtout, et ce qui est très intéressant, vous devriez vous le procurer si ça n'est fait, c'est la discussion qu'il y a eu au Parlement allemand sur le diagnostic prénatal non invasif, c'est-à-dire celui qui est fait sur les cellules fœtales triées du sang maternel et qui permet de faire une étude génétique, pas totale, mais quand même suffisamment poussée, parce que là, on entre vraiment, c'est plus un problème de développement d'embryon, on est vraiment dans la recherche d'anomalies qui peuvent conduire à des interruptions de grossesse sélectives sur telle ou telle maladie. Donc, je suis beaucoup moins inquiet du DPI assorti d'une aneuploïdie, à condition qu'elle soit globalisée et qu'elle soit une indication pour le médecin de choisir un embryon plutôt qu'un autre. Mais en revanche, sur le diagnostic préimplantatoire non invasif, là, moi, je suis un peu épouvanté parce que plus les séquençages à haut débit de l'ADN vont se faire sur des plateformes spécialisées et plus on aura un inventaire génétique de ce qu'on croira normal ou pas, sans aucune assurance. Je le rappelle, nous avons à peu près identifié la totalité de nos gènes, pas tout à fait, puisque encore il y a 1 an, je parlais de 23 000 gènes, maintenant on en est à 25 000, donc vous voyez qu'on n'est pas encore rendu, mais enfin on les a pratiquement identifiés, sauf que le grand généticien américain Craig Venter dit très clairement, nous avons identifié pratiquement tous les gènes, mais nous n'avons pas compris 1 à 2% du fonctionnement du génome. C'est-à-dire qu'on a le gène, mais on ne sait pas comment il va s'exprimer, parce qu'il y a celui d'en face, parce qu'il y a les séquences d'ADN non codantes de part et d'autre du génome, parce qu'il y a l'ADN enveloppant, et puis parce qu'il y a l'épigénétique qui désormais s'impose et qui vient perturber. Et donc, en fait, aujourd'hui, on a eu, il y a 15 jours à Marseille,
un congrès national sur le cancer du sein. Et naturellement, on a parlé de génétique et cancer du sein. Eh bien, la plupart des généticiens impliqués à Curie ou ailleurs sur le cancer du sein disent on est très ennuyés parce que si on trouve un BRCA1, BRCA2 clair, net, précis, il n'y a pas de problème, on sait faire. Mais quand on a 2 variants associés dont on ne sait pas ce qu'ils veulent dire, ou un 3e, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et moi, je vous le dis comme je le pense, et je suis généticien, on prête aujourd'hui à la génétique beaucoup plus que ce qu'elle ne peut apporter. Il y a un abîme entre ce qu'on croit qu'elle est capable de faire et ce que nous sommes réellement capables de faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ce qu'on sait faire, mais enfin, il faut éviter de donner trop de puissance dans la parole, l'espoir sur la génétique. Sur le diagnostic prénatal, il fallait modifier la définition du diagnostic prénatal parce que beaucoup de chapitres de la loi antérieure faisaient comme si le diagnostic prénatal n'était que biologique. Or, une très grande partie du diagnostic prénatal depuis 1994 est devenue imagerie, échographie, IRM, et donc c'était bien de modifier la définition du diagnostic prénatal. Sur le dépistage néonatal, je pense qu'il y a des règles de l'OMS qui s'imposent à nous tous pour définir ce qu'est un dépistage. Il faut que la maladie soit relativement fréquente, qu'elle pose un problème de santé publique, et il faut qu'on puisse la découvrir à un stade pré-symptomatique où, si on l'a découverte, on peut traiter l'enfant avant qu'il ne devienne malade. C'est le cas de certains déficits immunitaires. Et donc, je suis favorable à ce que, sous couvert de l'analyse épidémiologiste et de santé publique, et je crois que ça a été fait, des maladies viennent se rajouter au buvard que l'on met sur le talon de tous les enfants de France pour dépister à la naissance des maladies qui ne s'expriment pas encore, mais qui, lorsqu'elles s'exprimeront, nous mettrons un peu tard pour soigner et prévenir les complications. Et donc, oui, sous couvert de les règles de l'OMS s'appliquent à la nouvelle maladie, on est capable d'avoir un diagnostic présymptomatique et de traiter l'enfant, ça veut dire qu'on a aussi un traitement avant qu'il ne devienne malade. S'il y a ces clauses-là, oui, pour rajouter sur la goutte de sang qu'on prend au talon du bébé au 3e jour, une maladie, et le déficit immunitaire, à mon avis, y répond. Je suis traité. Parce que faire un diagnostic néonatal qu'on n'est pas capable de traiter, alors c'est plonger la famille dans la maladie avant même qu'elle ne s'exprime. Pardon. C'est Friedman. Oui, juste un mot, puisque Jean-François, tu as parlé de CRISPR, c'est-à-dire de l'intervention sur l'embryon. Je dirais, j'en ai pas du tout parlé. Moi, j'ai parlé du diagnostic des aneuploïdies, mais pas des interventions. Si on parle de l'intervention, là, on est dans un autre registre qu'on ne peut pas autoriser comme ça, qui n'a pas de but, je dirais, d'améliorer les résultats de la FIV sans autres éléments scientifiques. Donc, il n'en est pas question. Et il n'est pas toute intervention qui peut-être un jour se fera, mais doit avoir un canal particulier. Ce n'est pas du tout l'objet du diagnostic. Vous avez posé, Madame Imbert, la question du double espoir. Pour avoir débuté cette technique en France, comme vous le savez, en fait, vous savez, il y a eu 11 cas qui ont été réalisés en une vingtaine d'années, et depuis 5 ans, il n'y en a plus. Pourquoi ? Parce que, simplement, les cellules compatibles qui existaient dans les banques, on était à ce moment-là en pénurie de cellules de sang du cordon, ce qui a changé fort heureusement. Avant, on importait même du sang du cordon d'Europe, comme vous le savez. Donc la plupart, je dis bien la plupart des situations où l'enfant existant, malade, aurait besoin d'une transfusion de cellules adaptées, HLA compatibles, on les trouve dans les banques nationales et internationales. Alors, moi, je veux bien qu'on fasse une loi qui interdit que, mais enfin, je veux dire, ça tombe tout seul. Faut-il faire des lois sur tout ? Je veux dire, c'est un peu la question. On n'a pas attendu la loi pour se dire que, ben voilà, ça fait 5 ans qu'on n'en a pas fait. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, sur le problème du diagnostic,
Sur le problème du diagnostic et qui tourne autour de l'eugénisme, il y a un point effectivement qui me semble important, c'est que des fois la réticence, elle vient aussi du caractère invasif de prélever une cellule, même si cette cellule n'est pas de l'embryon lui-même, mais des futures cellules du placenta. Mais la question de fond, elle est de se poser la question si vous savez, on met les embryons dans un milieu de culture, ça pendant 5-6 jours, et l'analyse de ce milieu de culture, il est possible qu'il nous donne des renseignements sur cette capacité à s'implanter, dont je parlais tout à l'heure. Et donc, dans ce cas, en un mot, est-ce qu'on est réticent au choix, au principe même, vous voyez, de choisir? Et à ce moment-là, c'est un peu difficile, parce que toute la médecine que l'on fait, c'est quand même de donner des indications sur ce qui va se passer en termes de diagnostic. Ou est-ce que c'est les modalités? En un mot, si c'était des modalités non invasives, est-ce que c'est plus tolérable que des modalités invasives qui pourtant on fait, alors là vraiment il n'y a pas de doute là-dessus, on fait la preuve que ça n'intervient pas sur le développement du fœtus et de l'embryon. Voilà, donc je pense, si vous voulez, qu'en tous les cas c'est vraiment une demande importante des équipes médicales et biologiques, que l'on puisse, à l'instar de tous nos collègues d'Europe, il faut bien dire les choses comme ça, puisse, sur des indications, sur une déclaration et sur une évaluation, et encore une fois en laissant le libre choix au couple, de pouvoir procéder à ces analyses qui aujourd'hui sont chromosomiques, demain sont métabolomiques, et etc., sur la capacité à l'embryon de s'implanter, et ce n'est pas de l'eugénisme. Je voulais faire une petite, je ne profite pas du départ de Jean-François Mattei, mais je voulais faire une petite remarque sur le double don. La très grande différence entre le double don et l'accueil d'embryon, c'est que quand on accueille un embryon, il a des petits frères et des petites sœurs. Et que quand on fait un double don, il n'y a pas de petits frères et de petites sœurs. Et donc nous avons vu pas mal de couples partir à l'étranger parce qu'on n'avait pas compris ça. On n'avait pas compris que ce qui se cache derrière l'accueil d'embryon, c'est toute une famille qui va être dans les fantasmes de la famille qui accueille l'embryon. Et les couples où les deux sont stériles, si vous leur laissez le choix entre un double don ou un accueil d'embryon, ils choisiront le double don, car il y a une vraie différence entre les deux. Donc je me réjouis totalement de cette acceptation nouvelle du double don, et même si je suis préoccupé par tous les embryons qui sont congelés, parce qu'aucun d'entre nous ne méprise les embryons, vouloir les utiliser dans ce contexte-là en disant « vous allez, si vous êtes stériles tous les deux, le double don est interdit et vous vous adresserez à l'accueil d'embryon », c'est oublier qu'il y a des petits frères et des petites sœurs et que ça sera dans les fantasmes des parents qui accueillent et des enfants issus de ces accueils d'embryons. Oui, juste un autre commentaire qui va dans le même sens. Maintenant, du point de vue des donneurs, je veux dire, quand même, le don d'embryon, c'est pas simple pour les gens dans leur tête. Pour les raisons que tu évoques, c'est qu'il y a des frères et des sœurs, puis même parce qu'ils ont participé. Enfin voilà, ils sont quand même. On peut pas dire que c'est une personne potentielle et puis d'un seul coup faire comme si on donnait des gâteaux de chocolat. Il y a autre chose qui se joue. Le double don, en plus, c'est quelque chose qui est quand même... on est confronté avec les femmes seules, si ce point-là va passer, à des femmes seules qui ont soit des réserves ovariennes déficientes, soit qui ont un certain âge. Et donc, ok, elles ont besoin de sperme, mais elles-mêmes n'ont pas l'ovocyte adéquate. Donc, il faut qu'on aille jusqu'au bout de cette satisfaction avec... là aussi, cet accompagnement qui me semble indispensable. Et voilà pour cette audition de grands professeurs de médecine et de gynécologie sur l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Cette mesure phare du projet de loi bioéthique va être débattue dès cet après-midi. Et on ne sait pas si une majorité de sénateurs vont adopter cette mesure. On sait que parmi le groupe Les Républicains au Sénat, beaucoup y sont opposés. Mais les centristes et la gauche du Sénat pourraient faire passer cette mesure. Vous pourrez revivre d'ailleurs le débat demain à 11h dans les matins du Sénat. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur Public Sénat.